C'est des regards croisés en grande partie consacrés au Mali que nous allons aborder tout à l'heure. D'abord, sous pression, Ibrahim Boubacar Keïta a rendu le tablier, on en parlera. On parlera également de la mise en place de ce comité national pour le salut du peuple. Et puis, la pression internationale, les putschistes peuvent-ils tenir le coup? Et on va aborder enfin le Togo avec le report du procès Adjekli contre l'alternative. Pour évoquer ces sujets, je suis sur le plateau avec le pasteur Ido, comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes, et bonsoir à mon co-débatteur Firmin qui est ici, c'est un plaisir. Firmin, t'es quoi, politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Yavi, bonsoir au pasteur. Je suis tout heureux de débattre avec le pasteur de Comé qui est un grand ami. On commence donc avec le Mali. Donc le Mali qui... la situation a évolué dans la nuit. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est vu obligé de rendre le tablier. Il s'est adressé aux Maliens. Il s'est déchargé des fonctions de président de la République. Et donc depuis tôt ce matin, ce sont les militaires qui sont aux commandes du pays. Pasteur Edo, vous avez d'abord imaginé cette issue-là à Ibeka? Non, on le voyait quand même. On le voyait quand même venir, mais pas de sitôt, et pas si précipitamment. Parce que la situation, ça frôlait le pays, avec des manifestations qui ont été relancées par le mouvement, le M5. On était en train de voir, si jamais un troisième larron ne venait pas, la situation allait s'empirer, qu'on allait vers des affrontements et des morts d'hommes. À l'allure que prenaient les manifestations. Bon, donc, mais c'est d'abord malheureux pour l'Afrique que notre jeune démocratie puisse faire ce chemin de va et de vient, un chemin interrompu par moment, et qu'on revienne à de la mise en place des comités de salut pour la liberté du peuple et des choses ainsi. Il y a plusieurs formules, hein. Au Burkina, il y avait une autre formule. Un peu partout, les formules diffèrent d'un pays à un autre, pas les militaires. Mais si on scrute bien, la situation, comme je le disais tantôt, allait frôler le pire, et que ce qu'on peut en tirer du coup, c'est que quand on est élu, quand un peuple vous élit, il faut veiller à ce que ce peuple ait la satisfaction, du moins pas totalement quand même, que ce peuple puisse se retrouver en vous. Ce qui n'est pas le cas. Le Mali a connu depuis son indépendance, donc jusqu'hier, le quatrième coup d'État. Et ce n'est pas du tout bon pour la jeune démocratie que nous voulons de tous nos voeux en Afrique. Mais il faut aussi reconnaître que ce qui s'est passé hier au Mali, est-ce que c'est un coup d'État, c'est un putsch, c'est un renversement? Il faut aller voir. Bon, pour moi, les militaires ont répondu à un appel du peuple. Maintenant, est-ce que le M5 a vu sa victoire volée par les militaires? Puisque jusque-là, tous les membres de M5 sont muets, sont restés muets, personne ne parle. Vous savez, c'est les militaires ont des armes, et surtout, maintenant, ils ont les yeux rouges. Si vous ne savez pas, vous venez sur leur route, vous vous retrouvez sur leur route avec des armes qu'on a. Qu'est-ce qui peut advenir? Bon, donc, chacun joue à la prudence. Mais il faut se féliciter de ce que tout est passé sans bain de sang. Il n'y a pas eu bain de sang. Qui en a fait? Qui est à la cause? Parce que le président, dans son discours, dans son intervention, a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait de bain de sang. Bon, peut-être il a ignoré que tout récemment, il y avait déjà eu des morts lors des manifestations. C'était pour le maintenir au pouvoir. Bon, maintenant, il n'a pas voulu que les gens meurent encore. Il a cédé, il y a eu cette sédition-là. Mais c'est dommage pour la démocratie en Afrique que un mandat démocratique ne soit pas allé jusqu'au bout pour qu'on puisse mesurer la portée d'avancement démocratique dans notre pays. Mais Ibeka avait toutes les pistes pour s'en sortir, selon les revendications
M5, notamment la nomination d'un premier ministre de l'opposition, la dissolution de l'Assemblée nationale. On aurait pu éviter tout ça. Les militaires se sont immixés à l'intérieur d'une crise politique. Est-ce qu'il fallait s'attendre à cette irruption des militaires? Oui, on pouvait s'attendre à ça, mais pas de sitôt, comme le pasteur Doula l'a dit tout à l'heure. Surtout si on se réfère un peu à ce qui s'est passé en 2012. Donc, avec Sanogo, c'est possible que les militaires reprennent l'histoire, moi je dis l'erreur Sanogo. Moi, je m'attendais à ce que peut-être sous la pression de la rue Ibeka, monte au créneau et disent « Je suis fatigué, cette situation, je n'en peux plus, donc je laisse le pouvoir. » Qui démissionne de lui-même. Qui démissionne de lui-même. Pas que les militaires fassent irruption et l'obligent et le contraignent à démissionner. Mais la situation qui vient de se passer, ça semble s'assimiler à ce qui s'est passé à Sanogo. Vous voyez, la démission a été tellement facile. Tout comme avec elle a été contrainte, c'est oui, c'est une démission contrainte, mais c'est tellement facile parce qu'en une journée, on a vu, on ne comprenait pas grand-chose. Tout a évolué. Oui, tout a évolué. En une journée, la situation était un peu confuse et puis on apprend que Ibeka démissionne. Qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire que c'est comme les chefs d'État eux-mêmes, la situation, quand ils arrivent à un niveau donné, la situation du Mali les dépasse. C'est pour cela que eux aussi, lorsque la situation se présente, ils disent « Ah, je démissionne, je rends mon tablier ». C'est comme la même chose avec ATT en 2012. Moindre chose, et un petit coup d'État, ATT démissionne. Donc, on ne voit pas assez d'efforts au niveau de ces chefs d'État pour s'accrocher, ou on parlerait peut-être d'un bras de résistance. Est-ce qu'on pouvait faire de la résistance quand des militaires viennent vous chercher dans votre domicile pour vous amener au camp Kati et vous obligent à démissionner? Avec les armements, avec les équipements. On ne sait pas, dans le fond, qu'est-ce qui a été dit entre le moment que Ibeka, actuellement, il est toujours au camp Kati, qu'est-ce qui a été dit, quelle pression a été exercée sur lui? Oui, non, écoutez, même si Ibeka dit « je ne démissionne pas », personne ne pourrait tirer sur lui. Aucun militaire ne pouvait oser tirer sur Ibeka. Avec tous les yeux de la communauté internationale, ça ne pourrait pas être possible que les militaires se lèvent et puis tirent sur Ibeka. Ça ne pourrait pas être possible. Mais moi, ce que les militaires disent, c'est qui me donne la possibilité de me moquer un peu d'eux, c'est que quand ils disent que le pays est entre les mains des djihadistes, le chef de l'État n'arrive pas à gérer cette situation. C'est la même chose qu'ils avaient dit à ATT en 2012. Mais ATT n'est pas le président, mais bien qu'il soit le chef suprême des armées. Mais vous, les militaires, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont vos doléances? Quelles sont vos propositions, vos projets par rapport à cette lutte contre le terrorisme? Par exemple, ce n'est pas le président ATT ou ce n'est pas le président Ibeka qui reste au camp et que les djihadistes viennent tirer sur lui. Mais ce sont les militaires. C'est parce que les militaires, ils ont toujours prouvé leur incompétence vis-à-vis de cette lutte, contre les djihadistes. Il ne veut pas qu'ils mettent je sais pas, qu'ils rendent responsables les chefs d'État. Ce sont eux qui ne sont pas responsables vis-à-vis de la situation. Mais est-ce que cette interruption des militaires, j'allais dire, est à saluer, finalement? Oui, voyant la liesse populaire au Mali. Bon, les peuples ne comprennent pas grand-chose. Mais c'est les peuples là. On ne va pas rentrer dans le débat des peuples. Non, des peuples, les peuples là, c'est des gens là qui manifestent. Oui, pour eux, c'est une joie. Ils ont manifesté leur joie parce que le régime. De la passion populaire. Non, de toute façon, Samuel, je ne pense pas que tu peux t'en sortir de ce débat sans parler de ce peuple-là, de la liesse là populaire que le peuple a exposé, a exprimé. Parce que pour eux, c'est la fin du régime Ibeka. Maintenant, revenons un peu à ce que mon co-débatteur disait tout à l'heure, Firmin. Je ne suis pas d'accord avec Firmin parce que, vous savez, depuis un certain moment, il y a un problème de gestion des affaires de la défense, surtout du budget de l'armée, qui est sous le contrôle de son fils, du fils de Ibeka, qui est le Keïta. Oui, bien sûr. Et ça, c'est là où il y a des manigances, des détournements et de la corruption. Donc, ce qui fait que les choses, ce qui est prévu pour l'armée, ne va pas directement au fort de défense. Et c'est ça, si l'armée s'exprime ainsi, c'est parce que il y a eu quand même des manigances au niveau des fonds destinés à l'armée. Bon, donc c'est cet aspect-là qui est très important. Justement, c'est pourquoi pendant la crise, les gens étaient tellement révoltés
en voyant le fils d'Ibeka vivre comme à l'aise, se mettre à l'aise. Alors que la situation sur le terrain, les gens meurent. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que, en fait, les soldats de rang, souvent, c'est les soldats de rang qui sont sur le terrain. Vous savez, c'est eux qui perdent la vie. Tous ces officiers-là qu'on a vus là, qui ont fait le coup d'État, eux, ils sont au commandement. Ils sont là, au bureau, en train de commander, avec le Tokyo-Ki en train de commander pour dire, bon, il faut aller ici, il faut aller là, vous voyez un peu. Bon, donc, la situation au Mali était complexe. Maintenant, est-ce que le coup d'État est à saluer? Oui, en principe, il y a des coups d'État salutaires. Salutaire. On a vu le coup d'État au Niger de Mamadou contre Mamadou Tandja. Oui. Tout le monde a presque applaudi. Oui. Bon, mais dans le contexte actuel du Mali, c'est pas quelqu'un qui voulait faire un troisième mandat, qui voulait prolonger son mandat de 2 ans ou de 3 ans. C'est le cas de Mamadou Tandja. Par contre, le coup d'État intervient dans un contexte politique assez tendu, mais assez tendu. Quand même saluer... Vous savez, finalement, le Mali est confronté à une crise à plusieurs têtes. Domaine sécuritaire, social, politique et militaire. Vous voyez, donc c'est une crise à plusieurs têtes. Et avec les militaires ne pouvaient que s'imposer en tant qu'un troisième larron. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, en tant que démocrate, je veux voir les mandats aller à terme. Oui. Mais la situation qui s'est présentée au Mali, c'est un peu dommage. Les choses se sont précipitées de telle sorte que personne ne pourrait dire les dessous. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y en a eu? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 24 heures? Et que d'une mutinerie, rapidement, on est arrivé à arrêter le président, le premier ministre, à mettre tout au... De toute façon, il y a les observateurs de la situation malienne qui disent que les mutineries qui partent de Kati aboutissent forcément... C'est le camp, voilà. Quand ça part de Kati, Sanogo aussi, je crois qu'il est parti de Kati. Il est parti de Kati. Bon, donc finalement, le camp de Kati est reconnu très redoutable. Très redoutable. Et quand une mutinerie sort de là, c'est que finalement, c'est inévitable que ça aboutit à un coup d'État. Quand on regarde les officiers qui sont venus faire le coup d'État, en tout cas l'armée, on n'a pas l'impression que c'est en réponse au soulèvement populaire, aux revendications de l'opposition. Non, c'est comme si l'armée elle-même avait en son sein beaucoup de problèmes, de difficultés, de récriminations et est partie faire ses affaires comme ça. Oui, on peut le dire. On peut dire que le peuple leur a tendu une perche. Et ils l'ont saisi. Ou ils cherchaient peut-être une aubaine, une occasion. Pour sauter. Pour agir, pour intervenir. Donc l'occasion s'est présentée et ils l'ont saisi. Mais à ce niveau, je trouve ça trop facile. Je trouve ça trop facile. Du moment où on accuse depuis un moment l'imam Diko d'être de mèche avec certains groupes terroristes pour venir installer ces hommes à la tête du pays, peut-être il y aurait une infiltration dedans où il y aurait... Regardez par exemple, jusqu'à présent, aucun membre du M5 ne s'est prononcé vis-à-vis de cette situation. Oui. Mais c'est curieux. Non, c'est la prudence. Il joue la prudence. Non, moi je ne pense pas que ce soit de la prudence. Moi je me dis peut-être... Parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est leur affaire que les militaires ont fait. Non, moi je finalement c'est leur affaire puisque les propos du porte-parole sont clairs. Non, ce qu'ils demandaient à l'époque c'était quoi? C'était la démission de Ibeka. Donc oui. Aujourd'hui, ils l'ont obtenue. La démission. Mais de quelle manière? Oui, non, mais regardez, quand l'imam Diko a été interviewé sur une radio internationale l'autre fois, on lui demandait est-ce que vous exigez toujours la démission de Ibeka. Il dit non, ce n'est pas lui qui demande la démission. Non, il a dit que lui n'a jamais dit. Il n'a jamais dit que c'est le peuple en réalité. Donc, et moins de 24 heures, on obtient la démission. Mais je me dis que peut-être ce coup-là serait ou aurait été préparé avec... dans les coulisses avec l'imam Diko et ces hommes qu'on qualifie déjà de terroristes. Moi, je me dis que ce sera trop facile que les militaires interviennent. Non, l'imam Diko n'est pas un terroriste. Et contraignent. On ne peut pas qualifier l'imam Diko de terroriste. À la démission. Ce coup d'État n'est pas à saluer parce qu'on n'en a pas besoin maintenant. On n'en a pas besoin. D'autant plus que, Pasteur Edo, la curiosité, c'est que le meneur, en tout cas celui qu'on présente aujourd'hui comme le meneur, le colonel Camara, il est rentré de vacances il y a à peine 15 jours. Voilà. Voilà un peu. Est-ce qu'il a eu le temps matériel de préparer tout ça pour... Mais les spécialistes parlent d'un coup minutieusement organisé, monté, organisé.
C'est pas en 15 jours qu'on prépare ça. Oui, non, je dis, oui, bien sûr. Il est arrivé à 15 jours, mais là où il est, il peut y avoir de communication entre lui et les cerveaux de ce coup d'État. Non, à ce niveau même, Pasteur Edo, oui. mais à ce niveau même, il pouvait ne pas être au pays, mais il y aura d'autres personnes qui seraient sur le terrain, qui auraient bien préparé le truc. Lui, on le place à la tête. Non, de toute façon, on le place à la tête et puis on lui dit, monsieur, prenez la tête de la situation. Nous disons la même chose. Mais là, la facilité avec laquelle le coup d'État, enfin, s'il faut l'appeler, est arrivé, c'est à cela que nous sommes en train de penser. Mais il faut reconnaître quand même que il y a une pression, même la garde nationale, la garde présidentielle n'a pas réagi. Bon, donc, est-ce que beaucoup disent qu'on peut pas, il est osé de s'opposer au camp militaire, ceux de Kati. De Kati, et surtout que c'est eux le dernier rempart. La garde présidentielle, même quand vous scrutez un peu les 5 figures, qui sont présentées, il y a même un officier de la garde présidentielle. Donc, ce qui veut dire que, est-ce qu'ils se sont déjà, ils ont communiqué avec tous les éléments pour dire que nous venons, il faut nous laisser faire ce que nous voulons. Bon, donc, c'est un peu ça. Même si Fimet dit que ce coup d'État n'est pas sérieux, je l'avais déjà dit plus haut, au début, que c'est à condamner. Et surtout que c'est un processus démocratique qui a conduit à son élection. Mais quand on élit les gens, que les gens se préoccupent des besoins des citoyens. Et parce que le malaise est grand et immense au Mali. Partant des besoins sécuritaires jusqu'aux besoins sociaux et politiques et tout ça là, c'est tellement grand. Le pays est totalement paralysé. Parce qu'avec les manifestations qui sont encore annoncées, je crois que le pays sera totalement paralysé. Bon, les militaires ont estimé que on conclut. C'est ça, les militaires ont conclu que leur intervention venait régler la situation. Ibeka n'a pas de choix. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. La pause et on revient juste après continuer.